Pour fêter le premier anniversaire de l'étagère, nous nous sommes rendus à la formidable librairie Entrée Libre à Montpellier, où des gens sont venus nous parler de leurs objets culturels préférés. L'histoire commence, je suis dans une boutique de porcelaine à Kalamazoo, dans le Michigan, d'où je viens. Non seulement je l'ai gardé, mais moi je rachète des DVD en ce moment. Ça plonge directement en fait dès la couverture un peu dans cet univers de livres anciens, de grimoires un peu. Il y a des rencontres qu'on regrette, il y a des rencontres qu'on regrette d'avoir laissé passer. C'est les jazz, les bars, les pianos-bars, c'est la naissance du jazz, le film est en noir et blanc. Déjà, j'aime beaucoup les couleurs et j'adore les dessins qui sont bien détaillés. Et chaque fragment, c'est comme une fleur qu'on cueille. Une uchronie dans laquelle ce sont les Aztèques qui ont conquis l'Europe. Génial. Des conseils chuchotés. D'accord, tu pries. C'est génial ça aussi. Articuler, formuler, émettre, énoncer, lancer, proférer. En réalité, ce sont des chasseurs de démons, donc c'est un peu gore la série originale. Donc un café, un livre, une tasse, on est pas mal. Comment tu t'appelles ? Octavio. Octavio, enchanté. Est-ce que tu peux d'abord me dire quel âge as-tu ? 11 ans. 11 ans. Quel est ton objet culturel que tu voudrais nous présenter ? Alors c'est un manga qui s'appelle Demon Slayer School Days tome 1. D'accord. Donc voilà. Quand est-ce que tu as découvert cette série ? Parce que c'est une série, j'imagine, non ? Oui, c'est une série de 6 tomes. En fait, c'est une parodie de Demon Slayer tout court qui dure environ 23 tomes. Voilà. D'accord. Donc ça, alors pourquoi c'est une parodie de Demon Slayer en fait ? C'est le même auteur qui le fait ou c'est d'autres auteurs ? C'est un autre auteur. D'accord. Et donc en fait, dans la série originale, à la fin, il y avait un petit bonus à chaque fois qui présentait des personnages alternatifs dans un univers alternatif. D'accord. Et donc c'est cet univers alternatif qui est présenté dans ce manga. Ok, et alors quel est cet univers alors justement ? C'est un univers où les héros, parce que en réalité ce sont des chasseurs de démons, donc c'est un peu gore la série originale. D'accord. Maintenant c'est juste des lycéens comme tous les autres lycéens. Ok. Avec des personnages de tout genre qui vivent des aventures dans leur petit lycée privé. Voilà. D'accord, il y a des garçons, il y a des filles. Oui. Et tu m'as dit c'est collège ou lycée ? C'est lycée, après, c'est des secondes. D'accord, c'est des secondes. Sauf que ça se passe au Japon quand même ? Oui, d'accord. Oui, c'est dans le Japon. Et est-ce qu'il y a une trame principale ou c'est juste la vie quotidienne ? C'est leur vie quotidienne, exactement. C'est exactement la petite... La petite définition par là, voilà. Ok, et qu'est-ce qui te plaît dans cette série ? En fait, je trouve que c'est drôle de voir les personnages avec lesquels on s'identifie dans la série originale d'un autre côté un peu plus drôle et léger que dans la série originale. Et donc on peut les voir et on peut s'identifier facilement à eux. Ah oui, parce que donc en fait les personnages qu'on voit, oui c'est l'univers parallèle mais on reprend les mêmes personnages. Mais cette fois ils ont des aventures normales de simples collégiens quoi en fait. Voilà. Ok, ou lycéens je sais plus. Ouais, et alors c'est plutôt, par contre tu as dit comique, mais en même temps j'ai vu des petits dessins des fois qui sont qui étaient un petit peu encore gore je trouve, non ? Ou c'était juste Oui, en fait il y a beaucoup de chapitres parce qu'en fait il y a plein de personnalités différentes et dans ce chapitre là justement en fait en fait je vous explique, c'est celui-là, c'est ce personnage là qui dessine des dessins très très gore. Oui, trash, c'est ça, d'accord, voilà, ok, trash. Ouais. Et il aime dessiner. Voilà. Et en fait, son prof d'art plastique, il lui reproche parce que tous les élèves ont peur de ses dessins. Bien sûr, ah ouais, je comprends. Donc il demande de refaire. Et à la fin, voilà. Donc en fait, c'est pas l'histoire qui est gore, c'est juste que ce garçon a une passion pour le dessin et il l'exprime à travers des dessins qui sont parfois un petit peu horribles. Et tu m'as dit, il y a combien de tomes dans cette série ? Il y en a 6, ça c'est le premier. D'accord. Et l'histoire, elle est finie là, ça y est ou... Oui, c'est
D'accord, terminé. donc parce que souvent les séries manga, il y a beaucoup d'épisodes, mais celle-là au moins, on sait qu'en 6 épisodes, c'est fini, quoi. Oui, en 6 tomes, parce que dans 6 chaque tomes, tome, il y a plusieurs épisodes. Épisodes, ouais, d'accord, ok. Bon, bah merci beaucoup pour cette découverte. Sur les vitres teintées s'écrasent nos haleines, chargés du vin d'hier. Nous rions comme baleines, la route est une mer qu'aucun rouleau n'agit. Ah non, on se connaît pas. Mais bienvenue. Allez. Donc je m'appelle Bénédicte. J'arrive sur Montpellier et j'ai adoré l'idée de vous présenter un objet, mais surtout de venir à la vente aux enchères après. Ah. Oui, parce qu'il va y avoir une vente aux enchères pas chères d'objets culturels. Très rapide, ça va être très expéditif. Mais je mets pas le mien en vente en fait. Alors, et qu'est-ce que c'est Alors, je suis venue avec justement une tasse, qui est une tasse du Guy du Routard. Tout à fait, c'est une tasse blanche en émail. Complètement, qui rappelle Brokeback Mountain ou nos escapades rando ou le camping. Chacun y voit ce qu'il veut. C'est redevenu à la mode, donc il y a très nature et découverte quelque part. Mais du coup, quand on dit c'est revenu à la mode, ça veut dire que celle-là, elle date un petit peu, elle a quelques années ou... Elle a déjà quelques années et en fait c'est une libraire qui me l'avait offert. D'accord. Et la librairie était à Narbonne. Et du coup, je me suis dit, c'est super, parce qu'en venant dans une librairie et en étant moi aussi documentaliste, j'ai repensé au café de Jeanne Morel, qui disait que c'était les plus beaux lieux pour se socialiser, une librairie. Donc un café, un livre, une tasse. Une tasse de Routard. On est pas mal. Et le Routard qui évoque le voyage, qui évoque la rencontre, aller vers d'autres personnes. Exactement. Et le Guide du Routard, j'ai essayé parce que je rêverais de travailler pour eux, pour aller essayer les lieux avant. Donc c'est un appel aussi au Guide du Routard, s'ils en cherchent en ce moment. Moi je veux bien explorer le chemin des douaniers en Bretagne, ou voilà, partir avec mon sac à dos, les livres d'ici, et les amener ailleurs, dans d'autres librairies, pourquoi pas. Faire circuler les objets culturels. Complètement, comme vous. Ouais, c'est super. Voilà. Donc je la décris un petit peu. Donc elle est blanche avec le logo du Routard, c'est-à-dire ce fameux marcheur avec le globe sur ses épaules, stylisé en bleu et avec écrit le Routard en dessous. Et un petit bord de tasse peint en bleu aussi également. Très élégant. Dans une poche ou dans un sac facile. Complètement, il était dans le sac. Donc... Super, merci beaucoup. Merci à vous. Adesso prendi tutta la tua roba, ce ne andiamo via, ti porto via di qui. Ma che significa? Io voglio il diritto ad andarci alla scuola. Per me che non ci sono potuto andare e per i miei figli che invece la fanno. Quel est ton prénom? Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Guillaume et j'ai 39 ans. D'accord. Quel objet culturel tu nous as amené? Alors j'ai amené un DVD, le DVD d'un film qui m'a bouleversé et qui me bouleverse à chaque fois que je le vois, c'est-à-dire une fois tous les 2 ans à peu près, qui s'appelle Nos meilleures années. D'accord. Le titre italien c'est La meglio a gioventù, du réalisateur qui s'appelle Marco Tullio Giordana. Si je me trompe pas, c'est un film assez récent, non? C'est un film qui a 20 ans. Ah, quand même. Ouais, c'est un film qui a 20 ans, qui avait gagné le prix Un certain regard à Cannes en 2003. D'accord. Je me souviens que je suis allé le voir au cinéma avec ma mère, donc j'avais à peine 18 ans. Je me rappelle qu'il m'avait bouleversé. Ah oui. Mais je ne l'ai pas vu pendant plusieurs années. Tu vois, je l'ai vu à 18 ans, je l'ai revu 10 ans après, et là je me suis rappelé qu'il m'avait bouleversé. Donc je l'ai regardé un petit peu plus en détail, en plus avec le DVD. Donc évidemment, c'est, tu vois... mais je me souviens qu'il m'avait bouleversé à l'époque. Et puis j'ai acheté le DVD à ce moment-là, donc. Et ça fait une quinzaine d'années que je le regarde. Oui, j'ai dû le voir 6-7 fois, tu vois, sur les 15 dernières années. Clairement et nettement un de tes films préférés, quoi. Absolument. Et qui est quand même contemporain, c'est ça que je voulais dire. Souvent, malheureusement, enfin...
même si ces dernières années, je trouve que, et même décennies, ça a changé, le cinéma italien arrive aussi bien sûr. revient un petit peu, mais on n'est pas dans ni le néo-réalisme italien, Clairement. ni les années 60-70. C'est quand même un film, même s'il a maintenant 20 ans, qui est contemporain, quoi. Absolument. Et en plus, du coup, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que moi, j'avais 18 ans et en fait, je connaissais pas le cinéma, justement, le cinéma italien, du Classique, néo-réalisme ouais. et le cinéma classique des années 60-70. Je l'ai découvert après avoir vu ce film-là, qui est quand même, d'un certain point de vue, aussi un hommage à ce cinéma-là, tu vois. Et tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que j'ai une frustration parce que je pense que le cinéma italien, du coup, de ces années-là, 60-70, c'est peut-être le cinéma qui me touche le plus. Et il y a une frustration parce qu'effectivement, sur les 20-25 dernières années, il y a peut-être 4-5 films italiens qui sont sortis du lot, sinon malheureusement il n'y a pas eu d'exception culturelle en Italie comme il y en a eu en France, donc c'est soit des films très populaires pour la télé, soit des blockbusters américains et 2-3 cinéastes qui arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu. Et qu'est-ce qui te touche le plus dans ce film ? Est-ce que tu peux un petit peu nous le présenter ? Oui, absolument. Bon, déjà, il y a un format qui est particulier, c'est qu'il est en 2 parties et que les 2 parties durent 3 heures chacune. Ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment une fresque, il y a quelque chose de... donc, oui, c'est monumental, quoi. C'est monumental. Mais il y avait 2 films à l'époque ? Oui. D'accord. C'était en 2 parties. Ok. Ouais, ah donc, oui. Déjà, c'est assez rare en plus. C'est assez rare et j'ai regardé les statistiques. Alors, le fait qu'il ait été nommé à Cannes et qu'il avait gagné un prix a fait qu'il a eu une vie en salle en France, mais quand même une vie assez réduite. Je crois qu'il y a eu 150 000 entrées pour les 2 parties. Donc, effectivement, c'était pas un succès. Par contre, il a fait parler. Moi, je pense que ce qui me touche, c'est que on démarre le film avec 2 frères, ce sont les 2 personnages principaux qui ont 18 ans, entre 18 et 20 ans à peu près, la vingtaine, et en gros c'est leur vie pendant 40 ans, qui est liée aussi et de manière très intelligente à l'histoire de l'Italie, mais pas sur des... en fait, c'est très bien incorporé à l'histoire. On rebondit sur certains passages de l'histoire italienne. C'est en fond. Voilà, c'est en fond et c'est très bien fait quand c'est fait. C'est bien inséré dans la saga familiale. Ouais. Puisque donc il y a ces 2 frères, mais j'imagine qu'on suit aussi d'autres membres de la voilà. famille. Il y a une grande sœur, il y a une petite sœur, il y a les parents, il y a les rencontres amoureuses, il y a pour certains des enfants, pour d'autres pas. Il y a le choix de la paternité pour l'un, il y a le refus de la paternité pour l'autre, il y a le père modèle et la maladie, il y a la mère qui vit très très vieille, qui devient grand-mère, il y a l'ex, il y a des rencontres qu'on regrette, il y a des rencontres qu'on regrette d'avoir laissé passer, il y a d'autres rencontres qu'on retrouve à un moment donné de sa vie. Donc tout ça fait qu'il y a énormément d'émotions. Moi j'aime bien parce que tu vois, le cinéma pour moi c'est quand même l'art de l'émotion et là je veux dire il y a 6 heures d'émotion, mais je trouve que tu tombes pas dans le pathos. C'est pas trop facile. Il y a la bande son qui aime beaucoup les bandes originales, donc il y a des musiques originales et en même temps il y a beaucoup de musiques qui sont évidemment piochées à droite à gauche et qui je trouve sont pareil, parfaitement choisies et qui guident bien l'histoire du film au fur et à mesure. Et puis j'aime aussi autre chose, tu vois, quand on aime le cinéma, c'est-à-dire que ces acteurs-là sont des acteurs italiens, sont pas des stars. Il y en a un, je crois, qui a une carrière un petit peu plus, connue. Et du coup, tu sais, il y a ce truc-là que j'aime bien, ça reste authentique parce que tu y crois tellement. À la fin, tu as l'impression qu'on les a filmés, c'était presque un documentaire, si tu veux, tu vois. C'est pas des acteurs connus que tu as revus, donc quelque part, tu les laisses dans le film. Ta suspension d'incrédulité, elle est très vite gagnée, puisque c'est pas des visages qu'on connaît par ailleurs, dans d'autres contextes, notamment... Je les ai vus que dans ce film-là. Oui, voilà. Ouais. Et dernière question, est-ce qu'il y aurait vraiment après un élément... qu'il y a dans ce film que tu trouves pas ailleurs, notamment peut-être dans la manière dont est traitée la saga familiale? Est-ce qu'au niveau de la réalisation, ou est-ce que la réalisation est plutôt simple, plutôt discrète? C'est quoi au final, toi, ce qui fait que ça te bouleverse à ce point, en dehors peut-être juste des pures interactions familiales? Est-ce qu'il y a aussi autre chose Ouais, il y a quelque chose qui me touche énormément, que j'aime beaucoup, et je trouve que c'est intelligent, c'est qu'on n'est jamais en studio, on est tout le temps en décor naturel sur la réal. Et en plus, il y a quelque chose du coup qui a été
qui a été réfléchi de manière très intelligente. La famille, évidemment, le départ c'est Rome, et les 4 enfants habitent à Rome. Et il se trouve qu'en fonction de leur carrière professionnelle aux uns et aux autres, et de leur histoire sentimentale, amoureuse, ils se retrouvent à vivre dans des villes différentes en Italie. À chaque fois, c'est quand même en extérieur. Donc je trouve que sur la réal, c'est un truc. Et en plus sur 6 heures, donc t'as le temps, tu vois. Il y en a un qui part habiter à Bologne, donc il y a des scènes à Bologne et dans le coin. Il y en a une autre qui va vivre il y en a un qui vit à Milan. Il y en a un qui choisit d'aller vivre à Turin dans les Alpes. Et l'autre, il se retrouve muté en Sicile à Palerme. Et ils reviennent de temps en temps à Rome. Mais c'est filmé évidemment au début Rome en 65 et puis tu vois ça se termine au début des années 2000, donc il y en a un qui est resté à Turin mais Rome a énormément changé. Ouais. Du coup dans la réal je trouve ça vraiment, c'est pour ça que tu y crois, c'est pour ça que ça me touche aussi, parce qu'il y a du mouvement pendant tout le film et ça nous rappelle je pense un peu nos vies, en tout cas moi la mienne et celle de ma famille, on a énormément déménagé, tu vois, on s'est déplacé et donc ça me parle aussi, je pense que ça parle à beaucoup de gens. Bien sûr, et puis surtout visiblement en plus là carrément on visite l'Italie. Oui c'est ça, exactement. Et non seulement la visite géographiquement mais temporellement. Exactement. Ouais. Bah, merci pour ta recommandation. Merci à toi. Bonjour. Bonjour. Je peux te demander ton prénom? Moi c'est Adriano. Ok, enchanté. Enchanté. Quel est l'objet culturel que tu as amené? Alors moi j'ai pris l'adaptation manga de L'Appel de Cthulhu par Gutanabe. Ok, c'est un objet que tu as depuis longtemps, que tu connais bien? Oui, bah, ça fait à peu près 5-6 ans que je l'ai. Ouais. Oui, 5 ans. C'est en fait ce qui est particulier pour moi de cet objet, c'est que c'est avec ce manga que je suis un peu rentré dans l'univers de Lovecraft. C'est-à-dire qu'avant tu connaissais les mangas mais pas Lovecraft forcément? Ça. Et donc du coup j'ai acheté celui-ci et j'étais à fond, ça m'a vraiment plongé dans l'univers de Lovecraft, j'ai voulu lire plus, en découvrir plus et ça m'a fait kiffer tout ça et maintenant je suis un fan de Lovecraft. Et comment tu as justement tu es arrivé comment à cet objet? Parce que tu lisais plein de mangas. En fait je lisais pas mal de mangas. J'aimais bien aussi tout ce qui était jeux de rôle et des trucs comme ça. Et c'était mon père qui m'avait dit ouais, si t'aimes bien les jeux de rôle et tout, un peu cet univers comme ça, tu devrais essayer de lire du Lovecraft. Et moi je disais ouais carrément, mais après je savais pas si j'allais vraiment accrocher directement aux nouvelles et tout. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait une adaptation en manga, et vu que j'aimais bien déjà lire des mangas, j'ai vu et je me suis dit les dessins ils sont super et tout. Du coup pourquoi pas tenter. Et ça, j'ai adoré. Et il y a quand même il y a un petit choc culturel quand même parce que donc Lovecraft est américain, c'est sûr. C'est adapté par un japonais. Est-ce que selon toi, maintenant que tu connais mieux l'univers de Lovecraft, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que c'est le bon mangaka pour je pense qu'en fait ça fonctionne très bien. C'est vrai qu'auparavant il y avait beaucoup d'autres essais d'adaptation comme ça de Lovecraft en BD ou trucs comme ça. Mais je trouve que ça marche très bien avec Gutanabe parce que le dessin, je trouve qu'il est très ce côté sombre, réaliste et vraiment sombre, ça et assez sobre, enfin non pas sobre du coup, mais très chargé, très chargé. Ça va bien avec l'ambiance de Lovecraft et justement par rapport à ce choc un peu culturel que c'est un japonais qui adapte Lovecraft, qui est un américain fin du 19e, début 20e, c'est sûr que ça pourrait être plus choquant, mais en fait moi je l'ai pas ressenti comme ça. Je sens pas qu'il y a vraiment une intrusion un peu de la culture japonaise dans les nouvelles de Lovecraft. Je trouve juste que c'est un moyen, un média, donc le manga par lequel il peut l'adapter. Et en plus avec un objet qui est très beau en tant qu'objet quoi. La couverture, alors on est en audio, on va la décrire un petit peu. Tu peux la décrire un petit peu. Déjà elle a un rouge bordeaux là, c'est profond. Mais ce qui est cool avec les adaptations de Gutanabe des nouvelles de Lovecraft, c'est que c'est des mangas qui sont vraiment des beaux objets parce qu'il y a la couverture qui est
ça ressemble à du cuir, quoi. Oui, on dirait des anciens livres en cuir. C'est ça, on dirait des anciens livres en cuir. Et il y a le dessin du coup de Cthulhu ici, qui est gravé un peu dessus. Ça fait un peu comme une gravure ancienne. Ça plonge directement en fait dès la couverture un peu dans cet univers de livres anciens, de grimoires un peu. Et c'est vrai que la couleur rouge comme ça fait vraiment grimoire très intéressant en fait. Et du coup, tu sais qui est l'éditeur? L'éditeur, c'est Kion. D'accord. C'est la maison d'édition Kion. Donc c'est une maison d'édition de manga assez connue quand même. Et voilà. Bah, merci beaucoup. Tu as quelque chose à ajouter sur le... Bah non. Allez lire du Lovecraft, c'est incroyable. Voilà, merci c'est beaucoup. tout. Bah, merci. Adolescence, le refus, la critique et la déception. Authentique, moins de mots, moins de paroles, moins de références. Des nez trop gros, des voix sans milieu, des corps maladroits, des formes inacceptables. Et puis arrive la majorité, tu dois aller voter. Donne-moi ton prénom. C'est Matt. C'est Matt. Matt Conture, ouais. Matt Conture. Yep. Présente-nous ton objet. Alors, c'est un objet qui est tout à la fois, puisque c'est à la fois un disque, un comics, avec des bandes dessinées. En fait, c'est les chansons qui sont mises en bande dessinée. Ah oui, c'est un dépliant. Très très bel objet. Alors au niveau taille, il fait la taille d'un 45 tours, on peut dire. Ouais, voilà, c'est une taille 45 tours qui tourne en 33 tours. C'est un vinyle. Hein. D'accord. Voilà, donc déjà en plus on a le vinyle dans une petite pochette blanche, mais il se trouve que la pochette elle-même du 45 tours est en fait une immense bande dessinée qui se déplie. Voilà. Donc il y a la moitié de la feuille pour une chanson, une autre moitié pour une autre. Pour la face B. Alors cette chanson-là, c'est celle de Adolphe Hibou. Alors là, c'est Nils qui a fait la bande dessinée. Et puis c'est le groupe Adolphe Hibou dont il fait partie qui a joué un tout petit morceau. Après, là, c'est Bill Van Kuten qui a fait toute une série de livres en sérigraphie. T'as pas vu ça à Nîmes? Non. Il a fait des comics comme ça, grand format, en sérigraphie, en couleur, et il raconte des trucs. Et donc en plus c'est superbe. Donc déjà, mais il y a aussi un verso, parce que tu es aussi présent sur le verso. Voilà, ouais. Après, il y a Ganaël. Et il y a Ganaël Maury aussi qui est là. Ganaël, elle a mis un morceau, une chanson qu'elle avait fait d'accord. Avec son portable, avec une appli, tac. Tout près, quoi. Ouais, je leur ai dit, non mais vous voulez pas faire un remix un peu? Non, c'est bon, tout pas. Direct, comme ça, juste avec l'appli. Bon, en tout cas, c'est un super objet et je comprends que tu aies envie de toute façon de nous le présenter parce que même si tu es dedans et tout, c'est quand même surtout symptomatique de ton travail où tu n'arrêtes pas d'inviter des gens à participer en permanence. Et tu as vu tous ces labels qui ont participé. Oui. Et ben ça, on l'a fait pour le livre qu'on a sorti là cette année. Le Paris de Ligue Comics, là, le Voyage en Paris de Ligue, il y a plein de labels, il y a genre 12 co-éditeurs. Comme un disque vinyle. Parce que là, il y a à la fois des labels de disques. Et là, de la même manière, il y a plein de labels. Bon, ben ça, c'est habituel pour ce genre de disques alternatifs, quoi. Bien sûr. C'est souvent. Mais là, on voit, il y a l'association, il y a Entrée Libre, il y a Linge Records. Enfin, c'est mélangé de façon éditeur un peu BD et éditeur musique, quoi. Il y a Les Passages. Il y a Ed Records. Il y a Ed Records, bien sûr. Il y a Le Mât, il y a Gelodanti Records. Ouais. Je sais pas si je prononce bien. L'Apocalypse, c'est ça, Primate, on va tous les citer. Primate Audio. Il y a toi en tant que label, Matt Conture. Et celui-là, comme il est dans ton sang, j'arrive pas à le lire à l'envers. Sur toi. D'accord. C'est un label qui s'appelle Cœur sur toi. Bon, en tout cas, c'est un superbe objet et qui alors, j'imagine aussi est tiré qui est un trip d'ailleurs, mais qui est tiré à peu d'exemplaires, non? Combien d'exemplaires? Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'exemplaires, 300 exemplaires. Bon, voilà. Mais s'il y en a, ça s'appelle Galette 2, c'est ça? Et alors, moi, j'en ai une énorme partie à l'atelier,
entrée libre. D'accord. Parce que il y a une pile comme ça de ces feuilles, parce que pour les plier, on doit les découper de chaque côté. Et oui. Et du coup, j'ai une pile comme ça de feuilles et 2 cartons de vinyle à mettre dedans. Vous faites même les pochettes à la fin à la main pour qu'elles soient bien pliées. Il n'y a qu'à faire des concerts à l'atelier, entrée libre. Mais comme on ne peut pas à cause du voisin, on inaugure des concerts ASMR, tu vois. Des concerts chuchotés. D'accord. Du bruit. C'est génial ça aussi. Petit gros son, comme disait Sigomar Mandols. Excellent. Des concerts de petits gros sons. Son regard absent et son iris absinthe, tandis que Marie-Lou s'amuse à faire des volutes de sèches au menthol entre 2 bulles de comic strip, tout en jouant avec le zip de ses Lévis. Je lis le vice et je pense à Carole Lévis. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous appelez ? Alors je m'appelle Carole. J'anime des ateliers d'écriture à Montpellier. J'adore tout ce qui est le rapport aux mots, mais aussi aux objets et aux images. Et j'ai eu 30 secondes pour chercher mon objet. C'est pas l'objet culturel que vous avez réfléchi longtemps, ça c'est très spontané du coup. Voilà, mais en fait, c'est un objet que j'utilise depuis très longtemps, depuis l'enfance, et que j'ai un peu redécouvert sous son format papier. Voilà, et en particulier il y a quelques semaines. Donc il s'agit d'un dictionnaire, mais pas n'importe lequel. Moi, ce que j'adore, c'est les dictionnaires des synonymes. Ouais. Je devais avoir 10 ans, j'écrivais déjà, et j'avais une sainte horreur des répétitions. Enfin, je trouvais que la langue était tellement riche que utiliser toujours le même mot, c'était se priver de beaucoup de choses. Et par exemple, il y a 2 verbes, le verbe dire et le verbe regarder. J'ai fouillé, à chaque fois qu'on voulait me faire un cadeau, c'était facile, on m'achetait un dictionnaire des synonymes. Et j'ai fouillé comme ça, celui que je préfère, c'est le petit Robert. Mais là, en arrivant, voilà, j'ai juste trouvé. Alors, c'est un Robert, tout petit, quand même, tout format petit, de poche, qui était sur les étagères de la salle où j'anime les ateliers. Ça s'appelle Trouver le bon mot. Et pour vous donner un exemple, par exemple, dire. Articuler, formuler, émettre, énoncer, lancer, proférer, prononcer, balancer, débiter, débuter, déblatérer, etc. Ouais, en plus, les mots, du coup, les synonymes ont une connotation différente, peuvent être plus doux, plus agressifs, plus imagés. Exactement. Sur le petit Robert que j'ai à la maison, il y a aussi, du coup, tous les cris d'animaux. Ce qui est complètement incroyable. Bon, blatéré, par exemple. Déblatéré. Exactement. Voilà, mais toutes sortes d'autres mots. Et ce que j'aime, c'est la nuance. Voilà, la nuance et puis l'invention. Et c'est vrai que certains mots, par leur sonorité, donnent envie de jouer avec, d'en inventer d'autres. Voilà. Donc c'est vrai que de plus en plus on utilise les dictionnaires qui sont sur nos téléphones. C'est pour ça que j'avais un peu oublié ce... En théorie c'est plus pratique, mais en fait il y a peut-être moins ce plaisir de se perdre. Avec un objet physique on a tendance, quand on l'a dans les mains, à le feuilleter plus facilement, alors que sur un dictionnaire virtuel on va à ce qu'on cherche. Voilà, mais déjà c'est merveilleux. Mais ça par exemple quand vous avez un petit dictionnaire de poche, vous l'avez dans votre poche. Et moi, à la maison, j'ai certains dictionnaires qui datent d'il y a 25 ans, 30 ans. Je les regarde, je les ouvre. Et en plus du mot, je suis projetée dans le moment, dans ce passé. Dans le moment où je m'étais intéressée à tel ou tel mot, à telle ou telle notion.
Et c'est assez génial. Ah, super. Un dictionnaire, un mini dictionnaire. Des synonymes, merci. Abuelito, abuelito, yo te quiero tanto, tanto. Yo te canto, canto, canto en el Huelli Temazcal. Ella, yo, ella, yo. Abuelito, abuelito, yo te quiero tanto, tanto. Yo te canto, canto, canto. Je m'appelle Flavio. Quel âge as-tu? J'ai 40 ans. Et quel est ton objet culturel alors? Et mon objet culturel, c'est ce petit livre qui s'appelle The Art of the Smoking Mirror. Okay. C'est une sorte de catalogue, mais c'est un catalogue d'une expo sur un monde imaginaire, sur un univers qui a été créé par un artiste équatorien, un BDaste équatorien qui s'appelle Eduardo Villasís. Ah, oui. Et The Smoking Mirror, c'est en fait une uchronie dans laquelle ce sont les Aztèques qui ont conquis l'Europe. Génial! Donc en fait c'est un univers qui a une BD, qui a une expo vraiment, et après il a un jeu vidéo et un film qui est en développement. Waouh! Ah oui, d'accord. Alors là par contre, pour bien résumer, l'objet que tu as amené, c'est effectivement, on peut dire, le catalogue de l'exposition. Alors dans l'exposition, on voit notamment surtout qu'il y a beaucoup évidemment de dessins, de peintures, mais il y a même, je vois des objets. Il y a des objets, des espèces de pistolets, qui parfois pourraient ressembler un peu à des vieux pistolets de corsaires, mais alors en mode là aussi un peu science-fiction, un peu à la Gigère aussi, des espèces de biomécanismes qui sont intégrés aux armes, des boules, des trophées, c'est vraiment passionnant. Oui, et tu vois, il y a toute cette esthétique un peu précolombienne là, qui a été gardée là, avec les dieux et tout ça, donc c'est sympa parce que c'est vraiment un renversement de toute la conquête. Et tu dis que quand même, il a fait une BD aussi? Oui. D'accord. Oui. Et ça, en Équateur, il était édité, j'imagine, là-bas? Oui, il a été édité en Équateur, mais aussi aux États-Unis, parce que cette exposition en fait a été faite à Los Angeles, et après il a voyagé en Équateur et voilà, un peu en Amérique latine. Je ne sais pas s'il est venu en Europe, je ne crois pas. Mais c'est un univers qui est en développement depuis 1992. Ah oui, oui. En plus, d'accord. Donc c'est un peu le travail de sa vie, quoi. Je comprends tout à fait. Oui, en fait, tu vois, c'est les mêmes images qu'on a eues là avec des gens qui ont dit les mythes que les Indiens ont pris les Européens comme des dieux, mais là on voit les papes qui prennent les Amérindiens comme des anges qui sont descendus du ciel. C'est ça, il y a un renversement complet de ce que peut être éventuellement l'influence culturelle et puis l'absorption culturelle même à un moment donné d'une civilisation sur une autre. Et alors donc aussi BD, expo, peinture, et tu m'as dit aussi jeux vidéo et films d'animation en développement. Ils sont en train de développer justement les films d'animation et un jeu vidéo aussi. Donc je ne sais pas trop comment ça a avancé ces dernières années parce que ça fait un moment que je ne suis pas allé. Mais c'était un projet dans lequel lui, il travaille. Et en plus, je peux dire qu'Eduardo Villasís était aussi un DVDaste qui a commencé un peu à faire aussi des sortes de comics fanzines aussi underground un peu en Équateur avec des reviews de rock et tout. Donc c'est un mec qui a commencé dans ces champs. Et après, il est devenu un peu la référence des comics en Équateur. Et parce que j'imagine que, de toute façon, malheureusement, il n'y a pas de version française. Mais aux États-Unis, tu m'as dit qu'il était aussi publié aux États-Unis, en tout cas au moins les comics. Et tu sais chez quel éditeur? Non, je ne sais pas. Mais je pense que c'est une édition qui a été faite avec les centres avec lesquels il avait fait. C'est une galerie qui dépend de l'Université de Los Angeles, je crois. Et donc, c'était la bande dessinée aussi, c'était un petit chapitre, c'était pas tout un roman, c'était
un comic, c'était comme pour diversifier les médias dans lesquels cet Dans les univers médias, pouvait s'exprimer. Oui. Il n'a pas spécialement fait toute une série autour de ça, c'était juste pour faire explorer son univers avec un média en plus, quoi, en fait. D'accord. Effectivement, c'est ça. Merci beaucoup, Flavio, c'est Allez, une bon, super bien. découverte. Voilà, l'étagère, ça sert exactement à ça. Oui, je vais l'amener de mon étagère là-bas, Quito, pour les garder dans mon étagère ici à Montpellier. Merci beaucoup. Bonjour. Je peux vous demander votre prénom ? Médo. Médo, bonjour Eddy. Bonjour. Donc quel est l'objet culturel Je veux parler d'un film rare qui est d'un film de Gérard Mordia de 1993 qui s'appelle En compagnie d'Antonin Artaud et qui a été aussi couplé à un autre documentaire qui s'appelle La véritable histoire d'Antonin Artaud le Momo. Le film de Gérard Mordia, pour le situer, c'était le patron de Arte pendant des années. Et en parallèle, il a fait des films. Et ils ont fait ce film avec Sami Frey comme acteur, qui a joué Artaud, et Charlotte Valandré. Et après, il y avait Dan Frank aussi qui a joué. Ça trace les 2 dernières années de la vie d'Artaud, donc quand il sort en 1946 de l'hôpital de Rodez, psychiatrique, où il a passé 9 ans. C'est durant ces 9 années qu'il a écrit toute son œuvre. Et les 2 dernières années de sa vie, il est à l'hôpital d'Ivry. Et là, il fait la rencontre de Jacques Prevel. Jacques Prevel, poète qui est toujours à la recherche de drogue. Et en l'occurrence du laudanum, qui est une drogue que Artaud prenait beaucoup parce qu'il a un cancer du rectum. Et les souffrances d'Artaud étant trop fortes, toute sa vie, il a pris des drogues pour soigner, non pas pour son addiction, mais pour soigner ses souffrances. Et donc on voit ça dans son écriture. Donc le film raconte les 2 dernières années de sa vie, où il sort de Rodez et il arrive à Paris, où il revoit tous ses amis. On a Breton, tous les grands du théâtre de l'époque, du théâtre du Lin, tous les peintres. Et il y a même la conférence du Vieux Colombier en 48, avant qu'il meure en 48, pour lui rendre hommage et pour essayer de récolter des fonds pour qu'il ait de l'argent pour continuer à vivre. Et c'est vraiment, ça va jusqu'à son enterrement. Et c'est fantastique. Sami Frey dira qu'il mettra 1 an à sortir du rôle, tellement il a incarné le rôle. On croit que c'est Artaud. Et on voit toute la manière dont Artaud a pu écrire, tout le génie d'Artaud. Et on voit vraiment tout son art. Et que ce soit l'art pictural, que ce soit l'art littéraire, poétique. Et c'est vraiment un film à voir, dont personne ne parle, évidemment. C'est vrai que, même en connaissant Mordia, c'est pas la première œuvre qui me vient à l'esprit. Et c'est fou parce que Valandré doit avoir Charlotte Valandré, qui a été très connue, qui a fait des séries sur TF1 beaucoup plus tard. Elle a 20 ans. Et Artaud l'entraîne dans ses cours de théâtre, il l'entraîne à s'exercer. Mais c'est un film où, quand on voit la performance d'acteur, on parle de performance d'acteur de Sami Frey, c'est époustouflant. Et se retrace, c'est quand même, on est en 46, c'est l'après-guerre, c'est les jazz, les bars, les pianos-bars, c'est la naissance du jazz, le film est en noir et blanc. C'est tout un contexte d'après-guerre et donc de reconstruction, de renaissance. Et lui, ça va être ces 2 dernières années et on voit comme il souffre, où il a besoin de drogue, il cherche de la drogue en permanence pour se soigner, pour continuer aussi à œuvrer, à écrire. Et quand on connaît Artaud, il a fait du cinéma dans les années 20, il a fait une œuvre considérable en poésie, il a fait de la peinture, il a été acteur, il a été metteur en scène, il a été théâtreuse, donc c'est un artiste complet, donc beaucoup de gens
On parlait de lui dans les années 68-70, l'ont récupéré. Mais c'est dommage qu'aujourd'hui on parle plus d'Artaud parce que ça a été vraiment un auteur majeur, je pense, du XXe siècle. Et donc je voulais en parler parce que personne n'en parle. Et est-ce que ce film est disponible? Oui, il est sur YouTube, libre, on peut le voir. Il est libre sur YouTube. Déjà, on peut le voir. On peut le trouver soit dans les bouquinistes ou les marchands de DVD. On peut le commander en ligne. Il y a une édition. Arte a regroupé les deux. Il y a le livret où il y a tous ses amis de l'époque qui sont interviewés, la véritable histoire d'Artaud le Momo, et le film en compagnie d'Antoine Artaud où on voit ce jeune Jacques Prevel, poète déchu qui l'aide et qui devient son pourvoyeur de drogue et son ami, son seul ami. Donc un film à voir absolument. Merci beaucoup. De rien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Clémence. Et quel est l'objet culturel que tu nous présentes? Alors je présente un livre qui s'appelle Les Vermeils. D'accord. Et l'auteur s'appelle comment? Camille Jourdi. Et c'est aux éditions Actes Sud et c'est une BD. Alors, quand est-ce que tu as lu cette BD pour la première fois? Alors, quand j'ai eu pour la première fois, j'avais 9 ans. D'accord. Et la deuxième fois, j'avais 10 ans. Tu l'as déjà lu au moins 2 fois ou même encore plus? Non, 2 fois c'est tout. 2 fois c'est tout. Et pourquoi cette BD te plaît particulièrement? Bah déjà parce que quand je vais ouvrir la première page, je sais que je vais tout de suite aller dedans, que je vais m'évader. Déjà j'aime beaucoup les couleurs et j'adore les dessins qui sont bien détaillés. D'accord. Et ça raconte quoi les Vermeils alors? Alors c'est une petite fille qui fuit sa famille recomposée et elle se perd dans la forêt. Et elle trouve un peuple de gens bizarres, de lutins, d'animaux. Voilà. D'accord, c'est un récit un peu fantastique alors. Voilà. Et qu'est-ce qui te plaît là-dedans? J'aime vraiment les dessins et les couleurs. Et l'histoire alors après aussi? Parce qu'il y a beaucoup de pages, hein? Oui, il y a beaucoup de pages. Il y a au moins, je crois, plus de 150 planches. Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît après dans l'histoire? Il lui arrive plein d'aventures, dans la forêt? Oui. Et aussi dans un château, ça fait un peu peur, mais c'est bien. D'accord. Et tu connaissais cet auteur? Tu as lu d'autres BD de Camille Jourdi, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu as lu comme autre BD? Pépin et je sais plus quoi. D'accord. Et c'était bien aussi? Oui, c'était très bien. Bon. Eh bien, tu as autre chose à nous dire sur cette BD qui pourrait donner envie aux gens de les lire? Tu penses que c'est que pour les jeunes ou ça peut être aussi lu par les adultes? Non, par exemple, ma maman, elle a lu, donc ça peut être pour les petits écrans. D'accord, super. Merci beaucoup Clémence. Avec plaisir. Est-ce que je peux vous demander votre prénom? Sissi. Bonjour Sissi. Donc vous êtes venue avec un objet étonnant. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que vous pouvez le décrire? C'est un petit pichet en porcelaine Limoges, je crois. Non, c'est Haviland. Limoges, oui. Okay. Et que, je vais vous dévoiler pourquoi je l'ai amené quand je raconte mon histoire. Il est décoré déjà, on peut dire que c'est un... Oui, il y a un ovale de feuilles vertes avec des petites fleurs bleues et violettes à l'intérieur et une douce anse vert. Et le fond est blanc. Un pichet pour servir peut-être du lait ou... je sais pas. Ouais, je crois que c'est surtout décoratif, c'est un peu... c'était 18e, Quelle est l'histoire de cet objet alors?
Alors, l'histoire commence, je suis dans une boutique de porcelaine à Kalamazoo, dans le Michigan, d'où je viens. Et je suis avec ma grand-mère et 2 de mes sœurs. Et on est là parce que ma grand-mère est de visite, c'est Pâques, c'est fin mars. Et ma grand-mère, quand elle était jeune, elle peignait la porcelaine. D'accord. Donc elle aime beaucoup les boutiques comme ça. Et la boutique est tenue par 2 petites dames qui à moi me semblent des centenaires parce que j'ai 9 ans, qui sont très très sympas. Et elles nous guident, elles nous démontrent les objets, elles discutent avec ma grand-mère, ma mère. Et je vois que ma mère craque pour un pichet, c'est celui-là. Et j'ai décidé en ce moment-là que je veux lui l'offrir pour son anniversaire, qui est au mois de juillet, fin juillet. Et il faut savoir que moi, dans cette boutique, c'était un peu extraordinaire pour moi parce que j'étais vraiment en mode fille, que normalement j'étais très très garçon manqué. Ma vie était pleine de matchs de baseball, de basket, de course à vélo. Mais là, je me plaisais avec mes sœurs et ma grand-mère et ma mère. Et donc j'ai décidé d'acheter ça, mais j'avais pas de sous. À l'époque, tout mon argent de poche allait pour acheter des bonbons, du chewing-gum, même des cartes de baseball. Et jusqu'à là, tous les cadeaux que j'avais faits pour ma mère étaient bricolés, étaient faits par moi, mes propres mains. Donc c'était un projet un peu ambitieux, mais j'étais très partante pour faire ça. Donc j'ai commencé à... J'ai rien dit à ma mère, bien sûr, c'était une surprise. Et j'ai commencé à demander aux voisins, ou à mes parents même, si je pouvais faire des tâches ménagères pour 25 centimes, 50 centimes, 75 centimes. Et, parce que j'avais quelques mois et j'ai finalement eu assez d'argent pour faire un acompte sur le pichet. Et donc j'ai amené l'argent pour bloquer. Je l'ai confié aux petites dames et le jour avant l'anniversaire, j'y vais avec mon grand frère qui est un peu mon héros. Parce que je suis très garçon, comme j'ai dit, et pour moi, lui, il a 12 ans, il sait tout, et on y va en vélo pour acheter le pichet. Et quand on arrive, il remarque qu'il y a un autre pichet de la même forme. Donc la forme est une forme un peu 18e avec les côtés droites cannelés et des petites fleurs dessus et une hanche verte. Et il remarque qu'il y a un autre avec un dessin, c'est tout rose, avec un dessin diffus de rose. Et il dit pourquoi tu prends pas ça, c'est plus élégant. Et puis tu sais comment maman, elle aime les roses et tout. Et donc la petite dame, elle est là, je vois qu'elle attend que je fasse ma décision. Et je me dis, mon frère c'est mieux. Et oui, ma mère aime les roses et tout. Et donc la dame est en train de l'emballer et puis je dis non, je veux l'autre. Parce qu'en fait c'était celle-ci que j'avais imaginée tous ces mois, que je travaillais, j'épargnais pour ce cadeau. Et donc elle prend l'autre et mon frère dit ah non mais... Je dis mais écoute, c'est ce que je veux et en plus mon frère n'avait pas contribué des sous, le cadeau était le mien. Donc le lendemain, le 29 juillet, on fait une balade en vélo avec ma mère et on rentre et on est dans le garage et je me rappelle on est toutes les deux face à face, j'ai mes pieds sur terre, par terre avec mes mains dans le guidon et elle aussi. Et dans son panier, j'avais mis le cadeau avec un bel papier blanc avec des petites fleurs et un grand ruban violet. Et par contre, elle a une expression horrifiée, fâchée, déçue, consternée, tout en même temps. Elle dit « T'avise pas ». Mais c'est pas avec moi qu'elle parle, c'est avec mon frère, parce qu'il vient de menacer de prendre le cadeau et le briser en 1000 morceaux. Il était jaloux et il avait des problèmes de gestion de sa colère en général. Et donc il prend le cadeau, il le soulève dans l'air au-dessus de sa tête et dit « je vais le briser ».
Et elle l'arrache, elle le reprend et elle crie dessus. Ma mère ne criait jamais. Et moi, j'avais le cœur dans la gorge parce que c'était pas le dénouement de ce moment que j'avais imaginé. J'imaginais des sourires, des bisous, des embrasses, tout ça. Donc j'étais assez sous le choc, mais j'étais aussi sous le choc parce que c'était la première fois que j'ai vu ma mère stopper mon frère et me défendre contre lui, parce qu'il était quelqu'un de très imposant et elle était assez timide comme personne. Mais là, j'ai vu qu'il n'allait pas franchir ce seuil de faire ça, de faire une telle violence. Et donc, pour moi, c'était important parce que c'était très valorisant entre moi et ma mère. Et mon frère, je l'ai pardonné, mais maintenant, c'est moi qui ai le fiché parce que ma mère est morte quand j'avais 14 ans et donc je l'ai hérité beaucoup plus tôt de ce que j'attendais. Mais je garde des souvenirs aigres-douces de cette expérience, mais voilà. Ça montre que c'est quand même, à travers cet objet, il y a une histoire. Non seulement il y a une histoire de famille, mais surtout c'est un objet qui a survécu, en fait. Oui, et qui est venu en France avec moi, toutes ces années après. Merci beaucoup, c'est une très belle histoire. Merci. Voici le cauchemar des criminels, un flic qui aime le danger. Ni coup de feu, ni jujitsu, tu le fais juste descendre. Et alors quoi, tu veux sauter ou pas? Bon, on va sauter ensemble, mon vieux. Allez, viens, mais ça m'intéresse, j'ai jamais fait. Hey. Il allait prendre sa retraite. Maintenant, il la regrette du fond du cœur. Un flingue. Roger, tu travailleras avec lui. Bon, bonjour, tu peux nous dire ton prénom déjà? Jean-Chris. Et donc, tu es venu avec un objet culturel, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Voilà, un des rares objets culturels qui traîne sur mes étagères. Parce que moi, je ne garde pas les livres, je n'ai pas de disques. Et donc, par contre, j'ai des DVD. Voilà. Donc, c'est un coffret DVD. Un coffret DVD, ouais. D'une saga policière. Une saga policière des années 80, une des deux sagas policières qui nous ont tenus dans les années 80. L'Arme Fatale, l'autre étant Die Hard, enfin pour moi. Donc voilà, c'est deux séries, enfin c'est pas des séries d'ailleurs, deux franchises que j'aime beaucoup, que je mets souvent en parallèle en fait. Pourquoi tu les aimes beaucoup et pourquoi tu les mets en parallèle? Je les aime beaucoup parce qu'elles ont marqué ma jeunesse. Je les aime beaucoup parce que c'est des séries qui sont assez franches, je pense, dans leur... voilà, on ne vend pas... on vend de l'action, il y a de l'action quoi. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise? Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, c'est deux séries qui sont... Il n'y a pas que de l'action, il y a aussi un petit peu d'humour dans les deux. Et elles ont évolué pour moi de la même façon. C'est-à-dire que le premier épisode des deux est assez plutôt noir, que ce soit Piège de cristal ou que ce soit l'Arme fatale. Et le quatrième épisode de chacune des franchises est carrément comme comédie, quoi, comédie pure. Parce que pour moi, Die Hard est constitué de 4 éléments aussi. Il y a un vieux débat là-dessus, mais on va pas... Tu veux dire pas de 5 ou tu veux dire pas que de 3? Non, pas de 5. Ça n'existe pas. Le cinquième n'existe pas. Voilà, le cinquième, c'est une autre franchise. Et eux, ils se sont arrêtés à 4 Eux, ils se sont arrêtés à 4. Notre parallèle aussi, ce qui est intéressant dans ces films des années 80, c'est que les deux protagonistes s'arrêtent de fumer au fur et à mesure des films en fait. C'est-à-dire que les deux fumaient dans le premier épisode et les deux ne fument plus dans le dernier épisode. Parce que c'était dans l'esprit général de la culture. Je pense que c'est ça. Je pense que qu'on voit une certaine évolution de la société là-dedans, quoi. Voilà, puis c'est un petit peu moins masculiniste, je pense, sur les derniers épisodes que sur les premiers qui sont carrément... qui tournent autour des mecs, il faut le dire, hein. C'est des trucs de bonhomme, quoi. Il y a une évolution. Voilà, il y a une évolution. Dans le dernier Die Hard, il y a la famille qui intervient, et dans le dernier L'Arme fatale numéro 4, il va se marier, il va avoir des enfants, voilà. Ouais, il y a toute la smile là. C'est ça, ouais. Donc, tu veux dire que même si c'est des films de distraction et tout ça, quand même ça reflète
gentiment l'évolution de la société de l'époque, tout ça. Ouais, j'ai l'impression que ça reflète un peu et que, comme disait mon fils récemment, c'est des films qu'on voit plus, enfin des suites de films comme celle-ci, on n'en voit plus. C'est-à-dire que maintenant, soit c'est des trucs de super-héros, des franchises, soit c'est Star Wars, soit c'est Harry Potter, mais il n'y a pas des films qui sont uniques les uns les autres et qui pourtant font partie de la même lignée, quoi. Et tu penses qu'il y a une raison d'époque à ça? Non, ça j'ai aucune idée de pourquoi. Peut-être parce que maintenant il y a aussi les séries qui sont arrivées, donc les films ressemblent à des séries, les séries ressemblent à des films. Je pense qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis dans les séries. C'est peut-être pour ça. Je pense qu'on n'a pas la même façon de consommer entre guillemets les films. Et puis c'était un peu symptomatique de blockbusters qui en fait étaient des créations originales, parce que celles qu'on a maintenant, les super-héros, viennent de la bande dessinée. Oui, il n'y a plus beaucoup de créations. Celle de Star Wars, certes c'était déjà la fin des années 70 et quelqu'un qui avait réussi à faire un monde à lui tout seul, mais le point commun aussi entre l'Arme Fatale et le Piège de Cristal, c'est que c'est vraiment des scénarios originaux où ils croyaient encore qu'il fallait faire des blockbusters de bonne qualité pour... Et ce que j'ai appris... c'est vrai que c'est un petit peu disparu. Il y a 3 jours... de mon fils également, c'est que le scénario du numéro 2 de Die Hard était, du numéro 3 pardon, était à la base un scénario pour l'Arme Fatale. Ah oui, d'accord. Il y a un transfert de l'un à l'autre. Exactement. Donc, comme quoi c'est vraiment des séries qui sont assez proches, quoi. Et pour la petite histoire, Mel Gibson a refusé de jouer dans Die Hard et Bruce Willis a refusé de jouer dans l'Arme Fatale. D'accord. C'est bon. Quelque chose à ajouter sur Non, juste sur l'objet lui-même, sur les DVD, voilà, parce que non seulement je l'ai gardé, mais moi je rachète des DVD en ce moment. Voilà. Pour vous en somme, c'est que j'ai une maison qui est en Lozère dans laquelle Internet coûte cher parce qu'il faut la 4G. Et donc j'ai migré tous mes DVD là-bas et je me remets à acheter des coffrets, que ce soit ceux-là ou les Simpsons. J'achète beaucoup de coffrets des Simpsons parce que ça coûte pas cher maintenant les DVD, parce que plus personne les achète. Et voilà, parce qu'évidemment on trouve tout ça sur des plateformes, quoi. Mais là je me remets à me constituer une petite collection de DVD. La vie à la campagne reculée est bon pour le support physique. Ça montre qu'il ne faut pas lâcher. C'est bon pour le physique tout court d'ailleurs. Merci beaucoup. Il y a l'idée que la poésie est quelque chose, entre autres, d'un peu flou, d'un peu vague. Or, pour moi, telle que je la pratique, telle que je l'aime aussi quand j'en lis chez d'autres, il n'y a rien de plus précis, de plus concret et de plus incarné que la poésie. C'est-à-dire, ce que j'entends par poésie, c'est quelque chose dans le langage qui nous fait voir cette vie mortelle, cette vie éphémère, et qui la salue au moment même où elle passe, mais dans les plus tremblants, dans les plus lumineux de ces détails. La poésie, c'est aussi précis qu'un inventaire de notaire, au fond. Bonjour, je m'appelle Vasco, j'ai 16 ans. Bonjour. Donc tu es venu avec L'éloignement du monde de Christian Bobin, un livre, oui, aux éditions des Lettres Vives. Ok, c'est un petit livre, c'est pas un livre de poche du tout, mais c'est un petit livre, c'est un petit format. Oui, c'est ça. Pas beaucoup de pages non plus. Non, une cinquantaine. Ouais. Et c'est quoi, un essai, de la poésie? C'est de la poésie, donc Christian Bobin, un auteur, un poète. Il a écrit notamment un écrit sur Antonin Artaud, l'homme du désastre. Et c'est un poète. C'est principalement des fragments. Donc l'éloignement du monde, que des fragments, c'est comme des pensées, pas des poèmes, c'est de la prose. Et chaque fragment, c'est comme une fleur qu'on cueille. On peut ouvrir le livre un matin, lire un fragment, un autre matin un autre, ou tout d'un coup. Et c'est très lumineux, c'est d'une douceur folle. Donc je dirais que Christian Bobin, c'est très onirique.
Il a ses thèmes de prédilection, la solitude, mais jamais vraiment pessimiste. Il n'y a pas de pessimisme ou d'optimisme. C'est très beau, c'est un de mes auteurs préférés. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. Alors, si c'est pas indiscret, comment tu as rencontré cet auteur? Alors, tout d'abord avec mes parents, je pense. Dans les toilettes chez ma mère, quand j'étais petit, il y avait un petit cadre avec une citation de L'éloignement du monde. Si nous allions dans le monde avec l'insouciance de l'enfant qui s'endort au beau milieu d'une foule, le monde ne pourrait plus troubler notre cœur qu'il ne peut peser sur la respiration ample et légère de l'enfant endormi. Et ça peut résumer assez la pensée de Christian Bobin. Je m'en souviens. Ouais, bravo, il faudra ressortir ça comme ça. Et donc il y a ça. Et aussi, lorsque je devais avoir 10 ans, je suis allé au Gazette Café à Montpellier et il y avait Christian Bobin. Ah d'accord. En face de nous, à cette époque-là. Alors je disais, mais moi je disais ça comme une formule, comment tu l'as rencontré. Oui, et je l'ai vraiment rencontré, ouais. Et à cette époque-là, j'avais jamais lu de Christian Bobin, j'avais 10 ans et je m'en fichais un peu. Donc moi je dessinais à côté et j'étais avec mon père et ils avaient changé. Mais je garde un souvenir, entre guillemets. Et plus tard, j'y suis revenu. En 4e, ma prof de français, Madame Carabin, ma meilleure prof de tous les temps. Ah, c'est bien de citer les profs voilà. positifs. Ouais. Et c'est un peu une prof qui m'a vraiment donné l'envie de la lecture et de la littérature. Et on avait Tout le monde est occupé de Christian Bobin à lire. J'ai adoré son style qui m'a tout de suite attrapé. Une sorte de légèreté et même une forme de rapport à la foi que je trouve très beau. C'est comme s'il désacralisait respectueusement la religion, toujours très beau, très onirique, une sorte de volupté. Donc tout le monde est occupé. Après j'y suis revenu choper un livre dans la bibliothèque de mon père puis de ma mère. J'avais lu un assassin blanc comme neige, très beau, des fragments aussi. G, La part manquante, donc L'éloignement du monde, La femme à venir, L'autoportrait au radiateur, tout ça c'est vraiment des livres qui sont très chers pour moi. Et L'éloignement du monde, je trouve que c'est un peu le point culminant de Christian Bobin et je trouve que c'est une très belle porte d'entrée. Il a écrit d'ailleurs des romans comme La folle allure et G aussi. Mais j'adore ces fragments. Tu as lu toute son œuvre? Non, pas tout, mais j'en ai lu vraiment beaucoup. Dès que je suis tombé, je fais souvent ça, les auteurs j'aime, et comme avec Lovecraft d'ailleurs, je suis tombé dedans, j'en ai lu un à La couleur tombée du ciel et pouf, j'en ai eu plein. Ouais, c'est super. Petit truc à ajouter, non, par rapport à ce livre Je l'avais trouvé au printemps des poètes à Montpellier. Et je l'affectionne tout particulièrement. Et si vous voulez entrer dans Bobin, absolument. Et ça change la vie. Christian Bobin, ça change la vie, ça change la façon dont on voit le monde réellement. C'est magnifique. Et alors, dans le podcast, comme on est deux animateurs du podcast, on a un certain âge quand même. Ouais. En fin d'épisode, chaque fois on se demande si on imagine que l'objet que l'autre a proposé intéresserait des gens plus jeunes, des gens de notre génération. J'ai presque envie de retourner le truc. Donc, toi, quel âge tu as? J'ai 16 ans. 16 ans. Ça parle à tout le monde? Ça parle à tout le monde. Ouais. Je pense qu'on peut s'y retrouver extrêmement et je pense que ce sera un livre de chevet pour moi. C'est vraiment un livre qui m'accompagnera et c'est comme un compagnon de solitude. Mais pas, je le dis pas tristement. Pas de façon pessimiste. Voilà, ça t'accompagne très clairement. Ouais. Ça parle d'amour, ça parle d'écriture, de poésie, de lumière, d'ombre, voilà. Merci. Ouais. Nous boirons tout l'an noir plutôt que d'arrêter et passerons sans le voir dans un feu de forêt.
L'étagère. Un podcast de Yann Jouvert et Christophe Bauer. Réalisation Yann Jouvert. La musique du générique est signée Off. Avec des musiques et des chansons de Sun Ra, Dominica, John Carpenter et Jim Lang, Ganaël Mori, Serge Gainsbourg, Temascal, Bauhaus, The Cure, Sly and the Family Stone et Barry Adamson. Merci à Octavio, Bénédicte, Guillaume, Adriano, Matt, Carole, Flavio, Médo, Clémence, Sissi, Jean-Chris, Vasco, à toutes celles et ceux qui sont venus fêter l'anniversaire de l'étagère, et bien sûr aux amis d'Entrée Libre, qui est bien plus qu'une librairie. Retrouvez tous les épisodes de l'étagère sur vos plateformes habituelles. Vos commentaires, critiques et encouragements sont les bienvenus sur les Facebook et Instagram, l'étagère podcast.